Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Baron. Baron est un village d'environ 800 baronnets et baronnaises et se situe au croisement de la départementale 100 qui va de Verberie au Plessis-Belleville et de la départementale 330A qui va de Nanteuil-le-Haudouin à Senlis. Le village est placé sur la rive droite de la Nonette, à peu près au milieu du territoire, sur les pentes d'un ravin, de sorte que certaines rues sont pentues et irrégulières. Baron se trouve au confluent de la Nonette et du rue de Coulery, à l'ouest de la ligne TGV Paris-Lille. Le village a eu les noms jadis de Béronium, Béron, Béronne, Bère, Le Bar, Bar, Bron, Bar-sur-Nonette et enfin le Baron d'aujourd'hui. Baron compte un hameau, Beaulieu, qui est constitué des fermes de Beaulieu-le-Vieux et Beaulieu-le-Neuf. Beaulieu-le-Vieux est une ancienne ferme du XVIe siècle remaniée au XVIIe et XVIIIe. Cet ensemble est principalement composé d'un manoir ou corps de logis et de la grange, qui était une grange à dîmes, qui a été classée au monument historique en mars 1982. Cette ferme était habitée par des moines cisterciens qui cultivaient, entre autres, la vigne. La ferme de Saint-Germain, au sud-est, est à cheval sur le territoire de Baron et de Versigny. L'ancienne ferme d'Égey se trouve, elle, à la sortie du village, en direction de Nanteuil-le-Haudouin. Nul doute qu'autrefois, cette dernière devait être plus isolée des habitations qu'aujourd'hui. Au sud du village se trouve la rue du Faubourg de Bachet, qui était un fief indépendant autrefois, qui avait appartenu à messire Charles Trouillard, seigneur de Baron. Baron a très tôt été mis en valeur dès l'époque gallo-romaine de par sa proximité avec Senlis. Au Moyen-Âge, le bourg est devenu suffisamment important pour être fortifié comme l'attestent certains noms de rues actuelles. L'essentiel des propriétés était alors ecclésiastique, appartenant ainsi au chapitre de Senlis, l'abbaye de la Victoire ou encore aux dames de Chelles. La céréaliculture y dominait, laissant peu de place à la vigne et l'élevage. La famille Antonis, originaire des Flandres, était alors seigneur de Baron. Leurs armoiries étaient d'or au chevron de gueule, accompagnées au chef de 2 coquilles et en pointe d'un sanglier de sable. Ce blason est visible sur la façade de la mairie. La maison de Baron tenait un rang élevé dans les temps anciens. En 1238, Renaud de Baron fut envoyé par la reine Blanche, mère de Saint-Louis, pour assister à une translation d'un des clous de la vraie croix de l'abbaye du Val à celle de Saint-Denis. Il y a eu au XIIIe siècle 2 évêques de Senlis du nom de Baron. Le village de Baron fut pris en 1413 par le duc de Bourgogne, à l'époque où tout le pays, situé entre Compiègne, Soissons et Paris, était dévasté par les troupes de ce même prince. La période 15e-17e constitue une évolution lente marquée à plusieurs reprises par des fléaux comme des fièvres mortelles. À la fin de l'Ancien Régime, Baron se caractérise par une certaine aisance, on passe d'une propriété ecclésiastique à une propriété bourgeoise et paysanne. La commune est alors composée de demeures aisées, de fermes en pierre de Ducy ou de Lévignan, de maisons en moellons de grès et de calcaire silicieux, abandonnant le chaume pour les toits en tuiles. Une partie de la population, journaliers et moissonneurs, reste cependant très pauvre. Sous la Restauration, Baron comprend des commerces et des artisans, un officier de santé et un notaire. Ces terres étaient parmi les plus riches du Valois. Les fermes sont elles pourvoyeuses d'emplois. Au XIXe siècle apparaissent les premières cressonnières. L'enseignement se développe, la moitié de la population sait lire, écrire et compter, ce qui est remarquable pour l'époque. En 1866, une demande de construction d'une sucrerie sur le territoire de Baron fut adressée par M. Lalouette, déjà gérant de la sucrerie de Barberie. Cette fabrique fut mise en fonction en 1867 à l'emplacement de la parcelle de terrain appelée La Pointe, au nord de Baron. Peu touché par la guerre de 1870, Baron est au commencement du XXe siècle un village prospère. 800 habitants, une vingtaine de corporations dont des couturières, un poissonnier, un perruquier, coiffeurs, tailleurs, tonneliers, mécaniciens, 11 exploitations agricoles et la fabrique de sucre.
À nouveau, cette prospérité se manifeste par un embellissement de l'église qui se voit dotée d'orgues malheureusement détruits lors de la Seconde Guerre mondiale. Le lundi 25 mai 1891, une montgolfière s'écrasa près de Baron et les 3 passagers eurent la chance de s'en sortir légèrement blessés. Les 2 conflits mondiaux du XXe ont marqué Baron dans sa pierre et dans son sang. Les troupes allemandes arrivèrent à Baron le 3 septembre 1914. Le compositeur Albéric Magnard est abattu dans sa demeure, laquelle sera incendiée. Il s'en fallut de peu pour que tout le village ne subisse le même sort. 2 jours plus tard, l'offensive française sur la Marne allait repousser le front jusqu'au nord-est du département. En 1916, une vitrine contenant des objets d'art et une statuette de baigneuse en terre cuite, qui avaient été enlevés des décombres de la maison de Magnard, furent exposées à une exposition d'œuvres d'art mutilées organisée à Paris. Baron sera en revanche durablement occupé entre 1940 et 1944. Mais si Baron est réputé dans le Valois, c'est surtout grâce à sa superbe église Saint-Pierre et Saint-Paul que je vous propose d'aller découvrir. Classé monument historique en 1840, cet édifice date essentiellement du XVIe siècle mais a été édifié au XIIe et amélioré au fil du temps à chaque période d'essor de Baron. Elle témoigne de l'importance passée du village. C'est dans cette église que Jeanne d'Arc communia la veille de l'Assomption en 1429 en compagnie des ducs de Clermont et d'Alençon. De style gothique flamboyant et particulièrement représentatif de l'architecture de cette période, elle est une des plus belles églises de la région. Et ça, je le confirme. En tant que seule façade donnant directement sur la voie publique, la façade méridionale a bénéficié de soins particuliers et a été décorée plus richement que le reste, nettement plus sobre. Il suffit de voir le croisillon nord pour s'en convaincre. Les 2 éléments déterminants de cette façade sont l'extrémité du croisillon sud du transept et le clocher influencé par la cathédrale de Senlis. Le portail sud de cette façade, le principal, est particulièrement remarquable. Il est composé de 2 portes en anse de panier surmontées d'une archivolte avec frise, puis d'une accolade et ses petits animaux. Une première fenêtre avec remplage occupe le premier, puis suit une autre accolade qui vient se mêler au remplage de la 2e fenêtre. Une tourelle d'escalier occupe l'angle entre le croisillon et le chœur. Le portail occidental, lui, affiche un décor de style Renaissance surmonté d'un oculus éclairant la nef. Peu exposé au regard, l'abside est quand même du plus bel effet avec ses contreforts saillants et bénéficiant d'un pinacle et d'une gargouille. Le clocher atteint son sommet à 45 mètres de hauteur. Il comporte 4 niveaux, les 2 premiers correspondent à la hauteur de la nef, le 3e est aveugle alors que le dernier est ajouré sur chaque face par 2 grandes ouvertures en abasson jumelées. Au-dessus, les murs se terminent par une balustrade. Une flèche octogonale s'élève au milieu d'une plateforme accompagnée d'une petite flèche coiffant la tourelle d'escalier de l'angle sud-est. De l'extérieur, on reste déjà ébloui par la beauté de l'édifice. Allons voir s'il en est de même à l'intérieur. Et oui, je confirme, l'intérieur est même peut-être plus époustouflant encore. En entrant dans cette église, de par sa hauteur, ses voûtes d'ogive, ses piliers, son transept presque central, son chœur de 2 travées et son abside monumentale, j'ai vraiment eu l'impression d'entrer dans une cathédrale. Cette église est un chef-d'œuvre de l'art gothique et on peut sans exagération dire que cette église est une petite cathédrale. C'est un des plus bels édifices religieux que j'ai vu depuis le début de mon aventure dans les villages de l'Oise. L'édifice est très clair, exclusivement éclairé par les fenêtres des bas-côtés, du transept et de l'abside. L'église est donc constituée d'une nef de 3 travées avec bas-côtés, un transept débordant, d'un chœur de 2 travées également avec bas-côtés et d'une abside à 5 pans. La nef est large et simple, garnie de bancs et de la chaire à prêcher. On peut y voir sur les piliers le joli chemin de croix. Le transept accueille l'entrée de l'église dans le croisillon sud et une porte menant au presbytère dans le croisillon nord. Cette dernière est surmontée d'une croix et des noms des soldats morts au champ d'honneur. Dans ce même croisillon se trouve une statue et un autel dédié à Jeanne d'Arc venue se recueillir dans cette église. Le chœur et ses bas-côtés sont tout simplement époustouflants. Les boiseries des bas-côtés et de l'abside proviennent de l'abbaye de Chaly et sont vraiment magnifiques et d'un très grand raffinement.
Limité le plus souvent à de simples croisées d'ogives, le réseau des voûtes se complique de liernes et de tiercerons à la croisée du transept, au bas-côté nord, et montre une curieuse et élégante disposition en couronne dans l'abside. Ce sont là encore les plus belles voûtes d'ogives que j'ai vues jusqu'à maintenant. Ce qui est étonnant, c'est l'absence de ces belles voûtes dans le bas-côté sud. Selon moi, cela est dû au fait que les ecclésiastiques passaient sous le bas-côté nord pour aller du chœur au presbytère et inversement. L'abside comporte le maître-autel avec un très beau tabernacle, mais aussi et surtout un somptueux retable en bois taillé, partiellement doré ou traité en faux marbre. Accompagné de la boiserie de l'abbaye de Chaly, l'ensemble est vraiment, et je me répète, l'un des plus beaux que j'ai vus jusqu'à maintenant. Les deux saints patrons gardent l'entrée de l'abside, Saint-Pierre au nord et Saint-Paul au sud. Dans la première travée du bas-côté nord de la nef se trouvent les fonts baptismaux, probablement du XVe et tout aussi magnifiques, ainsi qu'une statue de Saint-Paul en calcaire de la même époque. L'église contient aussi de nombreuses pierres tombales martelées. Je vous laisse admirer ce magnifique édifice encore quelques instants. Il y avait une chapelle Saint-Barthélemy du côté de Versigny, détruite pour construire l'église de Rosières. Sur la route entre Baron et Versigny se trouve un petit oratoire qui marque peut-être l'emplacement de cette ancienne chapelle. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur la place du village. Et près de cette même place, sur le mur de la pharmacie, se trouve une belle stèle surmontée d'un crucifix, et l'on peut voir dans la commune 3 autres croix de chemin. Le cimetière compte une dizaine de tombes de soldats du Commonwealth, l'Empire britannique. Quelques casemates de la ligne Chauvinot sont présents dans la commune dans des propriétés privées, mais que l'on peut deviner cachées derrière des murs. Le village compte 2 très beaux lavoirs, tous deux très intéressants à découvrir. La commune est encore servie par quelques commerces comme une boulangerie, boucherie, restaurant, épicerie, pharmacie, coiffeurs ainsi que quelques artisans et entreprises. Sans oublier le cabinet paramédical avec podologue, masseur kinésithérapeute et orthophoniste installé dans le magnifique ancien presbytère. Il reste encore 6 fermes en activité sur le territoire, 6 fermes reprises de génération en génération depuis des décennies. Près de la ferme de Beaulieu-le-Neuf se trouve le jardin de Corinne, vente de plants de légumes, végétaux et fruits et légumes. Je vous mets le lien de leur Facebook en description. À l'emplacement de l'ancienne sucrerie est installé Equimat pour l'alimentation des chevaux, ainsi qu'une entreprise de terrassement et un fleuriste spécialisé dans les bonsaïs. Une carrière de sable est également sur ce qu'on appelle la montagne de Rosières. Pour l'école, Baron est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages voisins de Versigny et Rosières. Baron accueille les classes de maternelle et du cours préparatoire. La mairie accueille un petit dépôt de poste, initiative que j'adore. Le village a une petite aire de jeu à côté du stade de foot et des terrains de tennis ainsi qu'une dizaine d'associations comme les anciens combattants, la chasse, gymnastique, randonnée, théâtre, etc. D'ailleurs, si vous voulez profiter du calme et du charme de ce village, on peut y trouver 4 gîtes et une chambre d'hôte dont je vous mets le lien en description. Petite anecdote amusante pour finir, du moins pour nous. En juin 1909, un enfant de 18 mois, fils d'un conseiller, prit machinalement une enveloppe qui se trouvait dans un tiroir et alla la jeter avec d'autres papiers dans la cheminée. Le petit souci, c'est que cette enveloppe contenait 2000 francs de l'époque, une belle petite somme. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village de Baron, petit village très sympathique et intéressant à parcourir. Un village comme je les aime, avec ses pierres, ses commerces et sa magnifique église.
Je tiens à remercier Madame Sicard, maire du village, ainsi que ses adjoints et conseillers pour leur accueil et leur aide. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Baron.